Oui. Je te laisserai peut-être appeler les gens un par un. Je vais faire l'introduction. Et puis après, ce sera peut-être plus facile pour toi de faire la succession des intervenants, si tu n'y vois pas d'inconvénient. À toi. Donc, merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, hier, on a eu un certain nombre d'explications et de présentations, notamment de gens qui appelaient des solutions et qui aidaient évidemment à les mettre en œuvre. Voilà, ce matin, à l'occasion de deux parties, on va essayer de se focaliser sur des gens qui mettent en œuvre, qui innovent. Voilà, et donc, c'est réjouissant de pouvoir avoir cette vitalité voilà, qui est une des vocations de E5T, comme l'a rappelé hier et encore ce matin Myriam, depuis sa création. C'est donner à voir, faire rencontrer des gens qui innovent, confrontés à des réalités qui sont quelquefois plus difficiles que les imaginations ou les envies que l'on pouvait avoir au début, voilà, faire en sorte finalement que ces innovations puissent se réaliser. Alors, ça me paraît important de remettre tout ça une vraie posture, une vraie conviction de E5T qui, bien avant les missions qui ont été rappelées par Myriam, voilà, a une vision qu'elle propose à l'ensemble de ses parties prenantes depuis très longtemps, voilà, en considérant que le changement de paradigme, parce que c'est là-dessus que ça s'est fondé, voilà, est complexe à mettre en œuvre et que souvent on en a une lecture extrêmement simpliste, voilà, et que il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte, des paramètres qui évoluent dans le temps, pas forcément à la même vitesse. Et donc, il est extrêmement important voilà, d'avoir une vision précise, claire, univoque, avec des objectifs qui sont clairs, définis, et ce, par palier. Voilà, parce qu'une solution qui s'exerce ou qui peut s'exercer aujourd'hui n'est pas la même que celle qui pourra s'exercer demain ou après-demain. Il y a des inerties plus fortes. Je pourrais peut-être l'illustrer par ce qui a été évoqué sur le nucléaire il y a quelques temps par le président de la République. Voilà, on sait que ça ne pourra pas se mettre en œuvre demain. Si c'était la solution ou la bonne solution. Il n'y a pas un jugement de valeur de ma part. En fait, le sujet, c'est en quoi ça contribue, comment ça peut contribuer. Mais est-ce que c'est demain, est-ce que c'est après-demain ou c'est après-après-demain? Quels sont les investissements nécessaires? Qu'est-ce qu'on fait en attendant voilà, par rapport à, à l'émergence de technologies dont nous aurions besoin et pouvoir accéder à un mot nouveau maintenant qui a été repris abondamment sur la notion de souveraineté, que jusqu'à présent, au sein de E5T, on abordait sous la notion d'autonomie. Voilà, donc il y a une dimension qui est plus politique que l'autre. L'enjeu que nous voyons, c'est que chaque territoire doit, de manière intelligente, pouvoir être autonome. Et c'est vraiment ce qui est porté depuis le début par E5T. Donc ce matin, nous allons avoir un petit peu deux séries d'échanges. Moi, je n'introduis que la première série d'échanges. Elle est focalisée sur ces innovations qui sont portées par des entrepreneurs qui savent voilà, essayer de bousculer et trouver des solutions. Alors, cette première partie a la particularité d'être très centrée et très focalisée sur le monde de la mer, où le monde, enfin, où à la fois ce que la mer permet, ses ressources, ou voilà, ce qu'elle incline à faire. C'est là, et là, c'est pas inintéressant parce que nous savons que la France est une puissance maritime et peut-être qu'elle pourrait retrouver par ce fait-là plus facilement une place de choix dans le concert des nations si on peut appeler ça de cette manière-là. Voilà, donc Denis, voilà, je ne sais pas si tu fais la première introduction ou si je fais la première introduction. Voilà, donc on va avoir une… Introduction. Je pense, monsieur Vernizeau, qui est là. Très Oui, bien. entendu. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais Donc, pas si. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Donc, Anthony Vernizo, responsable des ventes pour
EODev, donc Energy Observer Développement, on a préparé un petit support succinct, mais j'espère en tout cas clair vis-à-vis de nos activités. Donc, pour un petit préambule, parfait, super, je vois la présentation s'afficher. Donc, EODev, juste une petite préambule et introduction. C'est l'acronyme d'Energy Observer Développement. Alors, vous connaissez peut-être le bateau Energy Observer, qui est un navire autosuffisant en énergie et qui navigue depuis 2017 aujourd'hui dans les eaux du monde entier à bord, et ils produisent à la fois de l'électricité, donc via le solaire, naviguent avec du vent, mais ils ont également cette partie qui est la production d'hydrogène à bord, ce qui est très novateur évidemment. Et donc, EODev a été créé in situ après ce bateau. Donc, on a créé EODev, qui est une société industrielle. Petit aparté pour rejoindre ce que disait Eric. Naturellement, nos activités sont centrées sur la décarbonation. On fait ça évidemment par envie, beaucoup. On est tous des passionnés, à la fois des passionnés par la terre et la mer. Et vous allez le voir juste après ce que l'on industrialise aujourd'hui et ce que l'on met en place chez nos clients. Et c'est aussi dû à ce qui se passe aujourd'hui, hein, les émissions de gaz à effet de serre notamment, qui malheureusement sont nombreux. Et pour y remédier, notamment sur la partie transport, on parle souvent du transport de marchandises, de transport de personnes en mer, mais également la production d'électricité sur Terre avec des groupes électrogènes. Eh bien, il faut innover avec des produits qui permettent justement de décarboner tout ça. Et naturellement, donc on est là pour ça, en tout cas. À notre, évidemment, on est encore une jeune entreprise, mais on souhaite absolument montrer la voie avec des produits industriels et qui sont aujourd'hui utilisés par nos clients. Si on peut passer la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, petite image et une petite mise en lumière. C'est toujours assez sympa de représenter EODev par cette photo-là. On a eu l'occasion et le privilège fin mai d'organiser aux côtés d'Energy Observer, donc l'entreprise non-profit, le fameux bateau, un village dédié autour de l'hydrogène, pas forcément uniquement dédié au monde maritime, mais vraiment à tout ce qui existe aujourd'hui autour de l'hydrogène. Alors ça peut être le transport de marchandises, encore une fois, via des camions, le transport de personnes via des véhicules légers ou plus ou moins lourds. Et on parle aussi de groupes électrogènes, donc là, c'est les activités d'EODev. On avait aussi la présence de bennes à ordures, de triporteurs, de transporteurs. Et donc, cet événement qui a eu lieu fin mai de l'année dernière, donc juste après le dernier confinement, si on peut l'appeler ainsi, on a eu l'occasion en fait d'électrifier un village sur le Champ de Mars uniquement grâce à un groupe électrogène à hydrogène, ce que l'on a développé nous chez EODev. Et puis, petit clin d'œil, on a même éclairé la Tour Eiffel avec ce produit. L'idée encore, c'était de montrer à tout le monde que ça fonctionne. Voilà, c'est bien d'innover. En tout cas, on est là pour ça. On a quasiment 50% de nos effectifs qui sont dédiés à la R&D, à la conception, à l'innovation. Mais derrière, il faut industrialiser et surtout, il faut les proposer à nos clients qui sont justement en attente de ce type de solution, que ce soit des bateaux qui fonctionnent avec des piles à combustible ou que ce soit des groupes électrogènes pour des chantiers ou des événements. On se doit, nous, en tout cas en tant qu'industriels, de montrer la voie et surtout de proposer des choses qui sont fiables et accessibles dès maintenant. Donc, c'était un petit peu le clin d'œil de mai dernier, et puis c'était le lancement, en tout cas, de nos activités commerciales. Donc, 2 produits industrialisés par EODev. Donc, aujourd'hui, on a la partie maritime qui est un peu la genèse de l'entreprise, hein, due à Energy Observer, due au bateau. On produit des générateurs à bord de navires. Donc, comment ça fonctionne? On a une pile à combustible qui est de fourniture Toyota. Et nous, la société donc EODev, on marinise tout le système. On l'adapte pour les bateaux, on adapte l'interface, le refroidissement et l'interface également avec les moteurs électriques, naturellement. Et donc, on est en capacité aujourd'hui de naviguer avec une pile à combustible, avec des batteries, avec des réservoirs à hydrogène, quelle que soit la taille du bateau. Et puis, en fonction de la puissance, on parallélise les piles à combustible en question qu'on a industrialisées avec Toyota. Si vous souhaitez 100 kW, 200, 300 kW, on est en capacité de paralléliser ces briques de technologie. Ce générateur que vous voyez en photo est déjà industrialisé, déjà en marche sur des navires, notamment des navettes à passagers, des bateaux de plaisance, des bateaux de pêche, en France en particulier, mais également à l'export. Et cette brique est industrialisée dans notre site industriel, donc à Montlhéry, près de Paris, où on emploie aujourd'hui 60 personnes et on assemble en série ce fameux générateur que vous voyez en photo. Donc, c'est un générateur qui est
qui est assez flexible. Alors, exactement, donc la slide suivante le permet de l'expliquer en détail. C'est un cube, voilà, un cube où on retrouve la pile à combustible, on retrouve son système de refroidissement. En fait, on refroidit avec de l'eau de mer la pile à combustible en question. Et en fait, grâce à l'hydrogène qu'on génère et l'oxygène, en fait, on produit de l'électricité avec une pile à combustible. Et donc, ça permet du coup d'électrifier des moteurs électriques. On hybride, c'est le terme qui est pas forcément français, mais on hybride ce système avec des batteries. Et ça nous permet en fait de produire du coup une chaîne de valeur entière et d'absorber des pics si nécessaire avec la batterie. Et la pile à combustible, elle, produit de l'électricité en continu. Elle permet aussi de recharger les batteries qui sont à bord. Donc, on a vraiment un système qui est autonome et encore une fois, qu'on est en capacité d'adapter dans quel que soit le navire aujourd'hui. On a une nouvelle slide. Voilà, un exemple parfait, concret, qui est notre premier client aujourd'hui en France. On a intégré notre système du coup à bord d'un bateau de 12 mètres de la marque Innova. Alors, vous avez peut-être entendu parler de cette marque-là. C'est une marque créée par Chloé Zayed, donc la fondatrice, une trentaine d'années, qui aujourd'hui exploite des navires donc autour de La Ciotat, Marseille-La Ciotat. Et aujourd'hui, on a un contexte réglementaire et environnemental qui est assez fort dans cette région, qui est aujourd'hui, donc l'exploitation de navires, de navettes à passagers, ne peut être que fait uniquement, et ça c'est très bien, je trouve, par des bateaux aujourd'hui zéro émission. Alors ça peut être des bateaux hybrides, donc soit des bateaux 100% batterie, ou soit des bateaux avec une pile à combustible et une batterie, ce qui est le cas aujourd'hui. Et pour une question d'autonomie, en fait, Chloé a créé son propre navire qu'elle construit à la Ciotat Shipyard, qui est un célèbre chantier naval dans le sud de la France. Et elle a intégré notre technologie pour permettre du coup une exploitation sur la journée, ce qu'elle ne pouvait pas faire avec uniquement des batteries. Et donc, grâce à la partie hydrogène, elle est en capacité aujourd'hui de naviguer donc de 8h à 18h sans recharger, mais vraiment de naviguer avec des gens comme nous qui louent, on pourrait louer le navire en fait avec un skipper et on pourrait partir à la journée autour des calanques de la Ciotat ou de Marseille. Donc ça, c'est un premier exemple. On a d'autres exemples, exactement. Donc, on a un exemple sur des bateaux un petit peu plus gros. Donc là, on a l'exemple des catamarans. Alors, les catamarans, ça navigue avec des voiles, mais aussi des moteurs. On a la présence de moteurs à l'arrière du navire. Et donc, la marque Fontaine Pajot, il y a un petit écho. Je suis désolé. Vous m'entendez bien? C'est parce que le temps tourne vite, hein. C'est pour ça qu'il y a un écho, c'est qu'il faut se dépêcher. Pas de souci, ok, entendu. Donc, un deuxième exemple en termes de bateau, c'est un catamaran du coup de 59 pieds où en fait on a intégré notre système pour faire toute la vie à bord. Donc, ces navires sont exploités pour faire de la croisière et en fait les bateaux restent au mouillage pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et donc, on électrifie toute la vie à bord, les clims, chauffage, je vais dire cuisine, etc. Et on récupère également l'eau produite par la pile à combustible que l'on stocke pour faire du sanitaire. Donc, c'est vraiment une chaîne de valeur complète. Et si on peut terminer, voilà, exactement. Donc, on va terminer par notre deuxième produit qu'on a industrialisé, qu'on assemble en série aujourd'hui dans la même usine avec les générateurs marines. C'est un groupe électrogène aujourd'hui qui est exploité par les acteurs de BTP, que ce soit des Vinci, Eiffage, mais également par des ports pour faire tout ce qui est électrification à quai des navires. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, vous avez des grands bateaux de croisière ou des bateaux de travail qui aujourd'hui sont à quai et n'ont pas l'opportunité d'être électrifiés via ce quai. Et donc, du coup, génère la production d'électricité via des moteurs thermiques à bord. Et donc, l'idée, c'est soit vous internalisez, vous intégrez une pile à combustible à bord, soit vous intégrez une solution zéro émission à quai. Et donc, c'est cette deuxième solution qu'on a industrialisée. Donc, c'est un groupe électrogène que vous retrouvez un peu partout quand vous allez dans des festivals de musique, quand vous allez même dans des bâtiments, vous avez toujours des groupes électrogènes, soit en secours du réseau, soit en production d'électricité primaire. Et donc, cette deuxième brique est assemblée dans la même usine, donc près de Paris. Et pour votre information, aussi bien le générateur marine que le générateur terrestre, on assemble aujourd'hui 20 unités par mois, vendues une grande partie en export et une autre partie en... Voilà en quelques mots. Désolé pour le Monsieur délai. Vernizo, très intéressant. Et le dernier produit peut résoudre le problème de l'électricité sur des gros bateaux? Ouais, en fait, on a l'opportunité de les paralléliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la brique en question, c'est une brique de 100 kW.
et qu'on est en capacité de paralyser. Donc, si vous voulez, 200, 300, 400 kW, on n'a aucune difficulté à le faire. On a même un exemple, on a un premier port qui a acheté cette unité-là, donc le port de Toulon, pour électrifier du coup les quais, là où sont posés en hivernage donc tous les bateaux de plaisance. En fait, ils sont hivernés quelques mois, ils font la maintenance, et du coup, la maintenance, il faut de l'électricité à quai. Et aujourd'hui, le port de Toulon, malheureusement, est équipé à moitié d'électricité, et le reste, malheureusement, de groupe diesel. Eric? Ah. On n'entend pas Eric. Je crois qu'Eric est ennuyé. Ouais. Après, après le problème de connexion, on peut passer à la deuxième présentation. Donc, Marc Lafosse, le président fondateur d'Énergie de la Lune et de Synergie, voilà, qui viendra nous présenter ce qu'il propose. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'Université d'hiver 5T de me convier à votre table ronde dans cette belle ville maritime du Havre. Toutes mes excuses de ne pouvoir être parmi vous. Je suis à l'étranger à l'occasion d'une mission, puisque je suis président d'Énergie de la Lune, un petit bureau d'études en océanographie opérationnelle et énergie marine, et également président de la commission énergie marine du syndicat des énergies renouvelables. Donc on m'a demandé de pouvoir introduire cette table ronde avec une présentation et le panel des énergies marines renouvelables et les projets français, en également indiquant des questions d'emploi, enfin des chiffres d'emploi et toute la transversalité qu'il peut y avoir avec toutes ces différentes énergies marines sur le territoire de la France, métropolitaine bien sûr, et également ultramarine. Donc ça sera peut-être un peu plus facile d'introduire par une vidéo, mais en tout cas je salue mes confrères qui prendront la parole ensuite et qui compléteront évidemment certainement ces propos par leur secteur d'expertise que je sais excellent. Donc je vais commencer par tout simplement l'éolien posé et flottant. Cet éolien en France, il part depuis de nombreuses années à partir de parcs qui ont été attribués. 7 ont été attribués en France métropolitaine, dont 3 sont en construction. Cette énergie est également inscrite à la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va de 2023 à 2028 avec un rythme d'à peu près 1 gigawatt de projets par an attribués, ce qui est déjà une belle trajectoire. Mais depuis peu, depuis la prise de parole du président de la République à Belfort, le gouvernement s'est fixé un objectif bien plus ambitieux, ce qui est évidemment extrêmement positif pour la filière, avec un rythme d'attribution des appels d'offres de 2 gigawatts par an. Et également lundi, le Premier ministre, à l'occasion d'une signature, a indiqué dans ce pacte éolien en mer signé à Port-la-Nouvelle, en région Occitanie, là aussi un changement de braquet qui explique vraiment cette mise en place de ces 2 gigawatts par an, avec pour 2030 l'objectif d'attribuer 20 gigawatts et 18 gigawatts en service à l'horizon 2035 pour atteindre évidemment les 40 gigawatts de 2050. Donc c'est une excellente nouvelle qui confirme une très belle trajectoire pour cette filière qui crée de nombreux emplois en France et surtout une filière mature, puisque le dernier appel d'offres attribué en 2019 à Dunkerque a attribué un parc aux alentours de 44 € du mégawattheure produit, ce qui prouve que cette filière a réussi le défi de la baisse des coûts et que, évidemment, en étant en dessous des prix de marché, cette filière pourra prendre une place significative dans le mix énergétique français dans les futures années et évidemment porter une solution vis-à-vis du dérèglement climatique et en proposant des énergies tout à fait vertueuses avec évidemment aucun gaz à effet de serre émis par ces machines. Donc ensuite, derrière cet éolien posé, il y a également l'éolien flottant pour lequel il y a déjà de nombreuses activités sur les différentes façades de France métropolitaine et notamment des débats publics et également un dialogue compétitif, notamment du côté de la Bretagne, puisque 10 consortiums sont actuellement sélectionnés et en discussion avec l'État pour être attribués sur cette zone. L'horaire sera attribué, pardon. Cette zone, nous y attendons des lauréats qui pourront bider à des prix, à des tarifs en dessous des 120 € du mégawattheure produit,
Donc, ce qui prouve que cet éolien flottant, qui pourra aller certainement un petit peu plus loin en mer et qui pourra être assemblé dans des infrastructures portuaires, et qui surtout pourra être installé dans des profondeurs d'eau plus importantes que l'éolien posé, eh bien tout simplement cet éolien il suit la trajectoire de son cousin, l'éolien posé, pour être compétitif et évidemment peser significativement dans le mix énergétique français et européen, sachant que évidemment cette filière est là aussi très développée et se développe de plus en plus au niveau européen et au niveau mondial. Ensuite, je voudrais vous parler tout simplement de l'hydrolien qui vient juste après en termes de maturité derrière l'éolien posé et l'éolien flottant. En France, nous avons la chance d'avoir 3 fermes pilotes qui sont en attente. Alors en attente de quoi? La première au Morbihan est en attente d'autorisation administrative. Il y a une enquête publique actuellement pour 0,5 MW. Et puis 2 autres fermes, notamment Neftid pour 12 MW et Flowatt pour 17,5 MW. Du côté du Raz Blanchard, au large de la péninsule du Cotentin, qui tous les deux ont répondu à des appels à projets de l'ADEME pour un financement à la fois pour un tarif d'achat et à la fois en investissement, donc des aides qui seront, on l'espère, attribuées dans peu de temps, puisque ça fait déjà 1 an que ces 2 consortiums sont instruits par le gouvernement français au travers de cet appel à projet. Donc si cette filière est soutenue de cette façon par l'ADEME et les investissements d'avenir, la France pourra peser significativement dans les objectifs que s'est fixé l'Union européenne, notamment à l'horizon 2025, cette filière de l'hydrolien accompagnée également par celle du holomoteur s'est fixé l'objectif de 100 MW à l'horizon 2025. C'est un objectif ambitieux qui est plutôt bien parti en France et puis en Angleterre également, puisqu'il y a actuellement un appel d'offres, ce qu'on appelle un auction round en Angleterre, du moins en Royaume-Uni, où 34 MW de projets hydroliens seront soutenus avec un tarif d'achat à 250 € du mégawattheure produit, soit un investissement à peu près de 30-35 millions d'euros du gouvernement des Royaumes-Unis. Et ça, c'est évidemment un objectif extrêmement cohérent avec la dynamique de la Commission européenne et surtout le partage de cette ressource entre la France et le Royaume-Uni. Alors cette dynamique de l'hydrolien, elle converge vers une baisse de coûts, tout comme l'éolien posé et l'éolien flottant dont je vous parlais il y a quelques minutes, et notamment pas mal d'études, dont une d'une agence gouvernementale du Royaume-Uni qui s'appelle Oré Catapulte, qui montre une trajectoire de baisse de coûts aux alentours de 100 € du mégawattheure produit au premier gigawatt installé, légèrement en dessous. Et cette trajectoire, cet objectif permet également de se projeter avec la ressource extrêmement intéressante et remarquable du Raz Blanchard, qui est un petit peu la Mecque des courants en Europe, que nous avons à 25 km au large du port de Cherbourg. Eh bien, dans cette ressource incroyable, les turbiniers français, les énergéticiens, se projettent aux alentours de 65 € du mégawattheure produit à l'horizon donc du premier gigawatt installé, avec certainement des machines qui feront 5 MW unitaires. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et ça pourrait créer, ce gigawatt installé à l'horizon 2030, à peu près 6 000 emplois pour cette filière spécifiquement de l'hydrolien en France. Donc une belle trajectoire pour cette énergie. Ensuite, si on continue ce panel, on peut parler de houlomoteur. Je sais que vous aurez aussi des intervenants dans ce domaine sur votre table ronde. En France, il y a quelques projets, notamment une digue à énergie positive de 1 MW qui est lauréate de l'appel à projet de l'ADEME, il y a quelques semaines de cela. Et cette digue sera mise en construction après un test à échelle 1/4 qui se déroule sur le site d'essai d'Ifremer devant Sainte-Anne-du-Porzic avec une technologie à échelle plus réduite, donc 1/4. À l'issue de quoi le cheminement vers la construction de cette digue en baie de Dierne se réalisera. Également un deuxième projet à remarquer en France métropolitaine, la région Nouvelle-Aquitaine et la communauté d'agglomération du Pays Basque ont lancé un partenariat d'innovation en retenant un consortium qui permet de dérisquer une zone. Donc un partenariat d'innovation, c'est un peu entre un dialogue compétitif et un appel d'offres, pour que cette région, en attendant que cette énergie soit inscrite dans une future PPE,
en attendant évidemment sa maturité et sa baisse de coût, eh bien tout simplement, cette région ne reste pas les bras croisés et avance pour dérisquer cette zone en prenant tout un tas de paramètres qui soient socio-économiques, qui soient évidemment de la ressource, qui soient également dans les aspects géologiques du fond de cette zone qui sera à peu près aux alentours de 70-75 mètres au large de Biarritz et d'Anglet. Donc ce projet a débuté il y a 2 ans et donc il reste 1 année pour ce projet et afin que tout cela soit proposé ensuite à l'État pour qu'il y ait un choix qui soit fait avec des consortiums, des développeurs de technologies et de projets pour que soit ce soit une ferme pilote, soit peut-être une ferme commerciale si évidemment la maturité était au rendez-vous. En Europe, je vous le disais tout à l'heure, cette fameuse stratégie de 100 MW 2025, 1 gigawatt 2030, 40 gigawatts 2050, voilà, c'est la stratégie du pacte vert européen, partagée entre l'hydrolien et le houlomoteur. Et puis on peut également citer que depuis 2010, il y a quand même 12,7 MW déployés en Europe dans cette énergie, et qu'actuellement il y a encore 1,4 MW en fonctionnement qui produisent des électrons sur différents réseaux. Pour conclure et finir sur ce tour d'horizon des énergies marines, j'ai envie de vous parler d'une énergie calorifique, le SWAC, qui permet d'aller pomper de l'eau en profondeur pour refroidir, climatiser des bâtiments. Ça, évidemment, ça se produit aux latitudes qui le permettent, et notamment dans les zones ultramarines. Et nous avons la chance en France d'avoir donc du coup plusieurs projets. 2 projets à La Réunion. L'un d'entre eux est à Saint-Pierre pour les besoins d'un hôpital. Ce projet vient de terminer sa bathymétrie profonde, qui était une chose assez complexe à réaliser. Et puis également un appel d'offres qui est en cours du côté du territoire côte-ouest avec le soutien du GIP Écocité, qui permettra de connaître un lauréat qui construira ce futur SWAC pour le besoin d'un quartier tout jeunement construit. Également à noter du côté de la Polynésie française, où nous avons la chance d'avoir 3 SWAC en fonctionnement depuis 10 ans, avec un retour d'expérience qui, on l'espère, sera transférable sur d'autres régions ultramarines, et peut-être aussi pour lancer une filière à venir, qui est l'énergie thermique des mers, où là, il faudra produire une énergie électrique en mer et la racheminer à terre. Donc vous l'aurez compris, toutes ces énergies se donnent rendez-vous dans peu de temps, dans la revoyure de cette programmation pluriannuelle de l'énergie, avec des objectifs très ambitieux pour l'éolien, vous l'avez bien compris, mais également des objectifs tout aussi ambitieux du côté de l'hydrolien, qui espère en 2028 et 2030 avoir 2 fermes commerciales de 250 MW. Évidemment, ça sera l'objectif, et c'est l'objectif des énergéticiens, des développeurs de projets, des acteurs de cette filière, de montrer patte blanche et montrer cette baisse de coûts annoncée dans cette filière. Du côté de l'emploi, 59% de création d'emplois en plus en 2020 en plein Covid, ce sont les chiffres de l'Observatoire des énergies de la mer, avec 830 millions d'euros de chiffre d'affaires et quasiment 1,5 milliard d'euros en 2020 d'investissement. Donc on voit bien que cette filière, elle prend de l'ampleur, elle se développe, elle a une très belle trajectoire pour créer de l'emploi en France, du côté de l'industrie bien sûr, mais aussi tout le reste de la chaîne de valeur. Les objectifs du pacte de l'éolien signé par le Premier ministre lundi prévoient le quadruplement de ce nombre d'emplois pour atteindre 20 000 emplois à l'horizon 2035, rien qu'avec le sujet éolien flottant, éolien posé. Ce sera certainement plus de 40 millions d'euros, milliards d'euros d'investissement dans les 15 prochaines années. Et évidemment, là aussi, un objectif de positionner le contenu local le plus fermement possible, avec beaucoup d'entreprises qui se structurent en région, notamment avec le soutien de petits clusters régionaux qui existent dans chacune des régions. Et c'est là aussi de très belles avancées pour les territoires qui n'attendent que ça et qui évidemment sont extrêmement mobilisés pour l'émergence de cette filière. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. En tout cas, pour ceux qui souhaitent poursuivre l'émergence de cette filière et continuer à y travailler et à développer leur business, au-delà de votre très belle table ronde aujourd'hui, je vous donne rendez-vous également à Synergie, qui est le salon
de ce domaine-là, des énergies marines et de l'éolien offshore, pardon, qui se tiendra là aussi au Havre, au Carré des Docks, du 14 au 17 juin 2022. Merci pour votre écoute et bonne poursuite de cette table ronde. Merci. Merci. Donc le rendez-vous est pris. On se retrouvera donc au Havre pour ceux qui le veulent. On a pris un petit peu de temps parce qu'il fallait faire ce panorama global. Là maintenant, nous avons la chance de recevoir Jean-Luc Stanek, qui dirige la société AS, qui va illustrer la manière dont il met en œuvre justement ses potentiels à travers une solution. Bonjour à tous, merci de votre présence. Je remercie Marc de nous avoir présenté les énergies marines et en particulier les systèmes de niche que représente l'énergie des courants, qui peuvent se mettre que dans quelques cas. Maintenant, je vais vous présenter des technologies qui vont pouvoir se mettre partout dans le monde et qui seront principalement déployées à l'étranger compte tenu de la législation en France qui a parfois du mal à démarrer sur l'innovation. Attends, on va cadrer la présentation. Donc je vais vous présenter rapidement le système ACE, dont vous avez une petite maquette qui permet de comprendre le fonctionnement général dans l'entrée pour ceux qui désirent en avoir. Voilà. Ça marche? Non. Oui, mais ça n'avance pas. Mais si, des piles, il y en a. Je pense qu'elle manque d'énergie à hydrogène. Là. Ah, ça y est. Voilà. Voilà. On y arrive. Voilà. On repasse la présentation précédente. Ah non, c'est pas dans le. À mon avis, c'est pas dans le bon sens. Alors, elle défile dans le mauvais sens. Oui. Bon, alors je vais le faire défiler dans le sens. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Donc, le principe de base de l'énergie est très connu. C'est un vieux copain, il y a 2200 ans, Archimède, qui a posé une colonne dans l'eau, qui s'est aperçu qu'au passage d'une vague, l'eau monte et descend dans la colonne, mettant en exergue le fait que la vague est une onde, c'est une onde gravitaire, et non pas un déplacement de matière, comme nous le ferait croire nos yeux. L'énergie se concentre en surface, ce qui signifie que tous ceux qui réfléchissent à récupérer l'énergie des vagues ont peut-être des remises à niveau à faire en mécanique des fluides, un minimum. Et après, ça s'annule jusqu'à la moitié de la longueur d'onde pour atteindre zéro. D'ailleurs, quand vous plongez dans une vague, vous vous rendez bien compte que quand vous allez au fond de l'eau, il y a beaucoup moins de mouvement. Le système, donc, est un système à colonne d'eau oscillante, multiple, qui segmente la surface de la houle, et dont les colonnes, c'est une espèce de gros nid d'abeille, un gros bac à glaçons que l'on pose sur l'eau, ce qui fait que les colonnes sont formées en même temps par la structure, la rigidité, et qui assure aussi la flottaison. Ça permet de minimiser la matière, et c'est de l'acier 355S pour avoir une ressource, on peut le trouver partout, il est très soudable, tout le monde sait le travailler. Alors, en cas de crise, il n'y a pas de problème pour le trouver aussi. En ce moment, c'est important de le souligner. Et ça permet de réduire fortement la matière et d'avoir une empreinte carbone extrêmement basse sur le cycle de vie. En comptant le recyclage, décommissionnement, transport des matières, on arrive à moins de 1 gramme d'équivalent CO2 par kilowattheure. C'est très très bas. Le déphasage des molécules d'eau permet aussi de faire la protection côtière. Il faut savoir que dans le monde, il y a une côte sur deux qui subit le phénomène d'érosion côtière. Ce n'est donc pas un phénomène marginal. Or, il y a de plus en plus de concentration de population sur les côtes,
pour des raisons historiques et pour des raisons commerciales. Et puis les ports sont le principal vecteur du transport de marchandises maritimes dans le monde, de transport de marchandises tout court, puisque plus de 90% des marchandises dans le monde passent par les ports. On produit largement plus de 5 000 heures par an, quel que soit le secteur, même en Méditerranée. Et nous arrivons ainsi à un coût qui comprend le CAPEX et les coûts opérationnels qui sont relativement bas, puisque strictement rien n'est dans l'eau et tout est modulable à main d'homme. On arrive à des coûts inférieurs à 20 € par mégawattheure. En Méditerranée, on pourra peut-être être entre 20 et 25 € dans les zones les plus calmes. Ce qui est très intéressant, c'est que les vagues, surtout les petites, sont plus fortes le soir et en hiver. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois complémentaires du solaire et en phase avec la consommation, ce qui permet d'être un élément de stabilisation du réseau et d'intégration des autres énergies marines, ou des autres énergies renouvelables tout court. Les spectres de vagues idéales sont de 10 cm à 2,50 m pour être parfaitement opérationnels et compétitifs. Et en dessous de 10 cm, on n'a plus une compétitivité marché, mais on continue de produire de l'énergie à des coûts qui restent inférieurs à ce que l'on a vu la semaine dernière, puisque le coût de l'énergie sur le marché européen, lors de la crise, était de l'ordre de 400-450 € de mégawattheure. Bon, on sera toujours en dessous, quoi qu'il arrive. Et enfin, la résistance, qui est importante en mer, par une répartition des tensions, on arrive à des résistances extrêmement importantes. Nos modèles, c'est sur des vagues de 30 mètres, en prenant des marges de sécurité pour la fatigue cyclique, ce qui fait que ça va résister à toutes les conditions de mer, quoi qu'il arrive, pendant plus d'un siècle. Alors, la base de l'hydrogène vert compétitif, c'est une énergie compétitive et stable. Notre énergie est très stable et très lisse, ce qui préserve les membranes, bien que les nouvelles piles à combustible soient sans membrane. Mais pour l'eau douce aussi, c'est pareil, ça préserve les membranes. Et si on a une énergie à 20 € par mégawattheure, je me fie aux chiffres et au tableau que m'a donné notre ami Adamo Skranci, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. On arrive à un kilo d'hydrogène à moins de 1,4 € par kilo. Ça fait partie du rapport que vous pouvez lire que j'ai présenté à l'Assemblée nationale sur le sujet des trajectoires hydrogène en France. Ça, c'est avec des électrolyseurs de 80%. Or, on sait que dans l'année, une entreprise comme Bosch va présenter et commercialiser les électrolyseurs à oxyde solide, dont les rendements seront supérieurs à 85%, aussi bien pour l'électrolyseur que pour la pile à combustible qui est derrière. Donc avec ce type d'électrolyseur et en tenant compte des pertes et hors compression et transport, on arrive à une énergie produite, stockée sous forme d'hydrogène, restituée, et toute perte comprise, on arrive aux environs de 50 € du mégawattheure, ce qui reste encore compétitif pour une énergie parfaitement stable et à la demande. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'énergie des vagues sur le littoral français permettrait de produire l'intégralité de l'électricité sans conflit d'usage. L'électricité annuelle produite en France par EDF, par exemple, l'ordre de 500 TWh par an. Le bilan carbone aussi tient compte des pertes, puisqu'on se retrouve avec une électricité à 0,5, donc un kilo d'hydrogène à moins de 21 grammes d'équivalent CO2 par un kilo d'hydrogène. Concernant concernant les ports, et ça a été souligné tout à l'heure, l'importance d'avoir des solutions mobiles. Les ports, il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup de quais. Équiper un port en réseau électrique, ça coûte extrêmement cher. La solution hydrogène est donc quelque chose de tout à fait cohérent, puisque ça permet de positionner des conteneurs qui existent déjà, qui sont agréés, qui fonctionnent très bien. C'est les conteneurs de notre partenaire et ami Stéphane Paul H2X Écosystème, mais il y en a d'autres. Ces conteneurs contiennent environ 300 kWh de batterie et une pile à hydrogène, et ils sont agréés jusqu'à 1 MW. Il faut savoir qu'un grand paquebot de croisière, à vide, c'est environ 1 MW, et à plein, lorsqu'il a tous ses passagers, c'est entre 10 et 12 MW de puissance qu'il demande. Donc difficile d'installer partout sur un quai, sur tous les quais, des câbles pour alimenter de manière très ponctuelle ceci. Avec ces conteneurs, on peut les positionner où on veut en fonction des arrivées de bateaux,
Et lorsque les bateaux sont en rade, on peut aussi les mettre sur des barges qui permettront d'alimenter ces bateaux en rade et donc de supprimer la pollution dans les ports, tout en ayant une énergie plus compétitive que leurs propres générateurs diesel à bord, qui eux deviennent de plus en plus difficiles à intégrer dans le cadre des réglementations sur la pollution. Voilà, nous avons aussi la chance de faire partie du Propeller Club international qui regroupe les 12 000 professionnels de la mer et les 88 grands ports dans le monde. Vous voyez sur l'image en bas à droite le petit trait qui dépasse de la digue, c'est la digue d'Antifer, du Havre. Ça, c'est l'exemple d'un ACE 2 MW sur lequel on pourrait mettre de l'hydrogène qui pourrait partir ensuite par camion ou par bateau directement sur le port du Havre. Il faut savoir qu'en fonction des utilisations, on n'a pas besoin de compresser l'hydrogène. Très souvent, on vous dit l'hydrogène, compression, etc., ça a un coût. Ça a un coût, c'est du danger, etc. Mais lorsqu'on dispose de place, vous prenez des gros tuyaux, il y a des nouveaux aciers à 1300 mégapascales de résistance qu'il faut retraiter parce que l'hydrogène abîme les aciers. On peut avoir des gros tuyaux qui flottent, faire des radeaux en quelque sorte. Et les piles à combustible ont une pression de sortie qui est de l'ordre de 25 à 30 bars. C'est très largement suffisant pour avoir des tuyaux en rotation, comme des bouteilles de gaz que vous échangez chez vous, pour ceux qui ont encore du gaz, et qui permettent de se retrouver avec une pile à combustible en sortie et une alimentation, une centrale électrique que l'on peut répartir sur le long du littoral, partout où on peut mettre, ça peut être des quais flottants sur lesquels on échange des tuyaux, par exemple. C'est tout à fait cohérent. Voilà, cet hydrogène, il faut le chercher. On a souligné tout à l'heure l'importance du développement offshore pour l'éolien, mais aussi pour tout ce qui est travaux en mer, tout ce qui est pétrolier offshore. Donc on peut développer des ports flottants pour faire des extensions de ports, puisqu'on a géré le problème des orbitales des vagues. Ça, c'est le prototype qui était installé à La Rochelle, qui a fonctionné un petit peu. Et en dessous, pour aller chercher cet hydrogène, on peut imaginer des bateaux à foil, à multifoil. Là, c'est un bateau qui a été fait sur la demande d'un expert qui nous a donné un cahier des charges. Donc on a dessiné très rapidement un concept de bateau. Il y a 200 tonnes à peu près, c'est très lourd les réservoirs d'hydrogène à cause de la pression, etc. Là, c'est du 350 bars. Ce bateau permettrait d'amener les personnels sur les champs de travail offshore, puis de se charger sur des ACE qui protégeraient aussi les assets et qui permettraient de ramener à chaque voyage, le soir avec les passagers, de ramener 6 tonnes d'hydrogène tous les soirs à bord. C'est pas négligeable, 6 tonnes d'hydrogène, c'est important, il y a à peu près 33 kWh contenus dans 1 kg d'hydrogène. Donc je vous laisse faire le calcul, avec les pertes, on est à plus de 20-25 kWh restitués sur le réseau à la demande, donc aux heures de pointe quand c'est nécessaire, par kilo d'hydrogène. Aujourd'hui, nous avons 6% de la population mondiale qui vit à moins de 10 mètres de hauteur sur les côtes. Toutes les grandes métropoles mondiales, il y en a 140 à peu près qui subissent le phénomène de subsidence et qui ont des besoins de s'étendre et de s'étendre où ? Sur la mer naturellement. Donc là, ce sont des exemples. Il leur faudra naturellement de l'eau douce. Nous avons un associé expert qui dirige Veolia, qui permet d'avoir la production d'eau douce à bas coût. Il faut 3 kWh à peu près pour avoir 1000 litres d'eau douce avec l'eau de mer. L'eau douce, c'est donc de l'énergie. Il y a 2,5 milliards d'êtres humains qui n'ont pas encore accès à l'eau douce. Donc c'est une solution aussi humaniste. Il faut de l'énergie et il faut de la mobilité. Donc l'hydrogène est un vecteur excellent. Et enfin, il faut de la protection. Et nous assurons toutes ces fonctions. Ça permet donc d'imaginer des architectures. Et là, c'est un vieux copain qui m'a fait rêver pendant longtemps, Jacques Rougerie, qui présentait ça pour un salon à Dubaï. C'est un peu du rêve pour l'instant, naturellement. Pour être plus pragmatique et plus proche de chez nous, là, c'est une lagune remarquable en termes... je ralentis un petit peu. Une lagune remarquable en termes écologiques, qui subit l'érosion côtière du côté de Sète, et qui permettrait de développer à la fois la protection côtière en respectant la biodiversité
et d'installer aussi en plus d'autres systèmes comme des ports, des restaurants flottants, des activités nautiques et touristiques. On a parlé aussi de l'éolien flottant. L'éolien flottant, ce sont des très grosses machines, 10, 12, 15 mégawatts. Un grand spécialiste, Olivier, va nous en parler tout à l'heure. Mais il existe aussi des petites éoliennes, de 1, 2, 3 mégawatts, que l'on pourrait installer directement en partant des ports. Voici un système, les bras font 40 mètres, c'est une petite éolienne d'1 mégawatt, avec un ACE 1 mégawatt dessous. Le facteur de charge de ACE étant de l'ordre de 80% quand il y a toujours du vent, c'est-à-dire toujours des petites vagues, là où on installe les éoliennes, avec une petite éolienne qui n'interfère pas avec le tirant d'air du domaine public aérien et qui est suffisamment basse pour ne pas générer des problématiques de conflits sociaux. Donc on peut imaginer des éoliennes qui sont hackées, les ancres sont posées, on amène directement l'éolienne, on déplie, et on a de suite un système 2 MW avec un facteur de charge moyen, donc 40% éolien, 80% pour ACE, un facteur de charge moyen de 60%, qui permet pour le même coût d'avoir une même résilience, surtout auprès de même phénomène d'impédance mécanique qui pose des problèmes encore pour l'éolien flottant, et qui sont résolus avec ACE, qui se comporte comme une espèce d'amortisseur multiple. On n'a plus ce phénomène d'impédance mécanique sur le mât, et d'avoir pour le même prix 3 fois plus d'énergie, tout en simplifiant les OPEX, etc. Voilà. Je vais finir rapidement pour dire qu'on a quelques marchés qui sont déjà très intéressés hors de France, et nous avons eu la chance d'avoir quelques prix et reconnaissances. Voilà. Je vous remercie. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup Jean-Luc. Avant de partir du pupitre, Oui. peut-être une question. Un rêve réaliste dans 5 ans, qu'est-ce que vous aimeriez, de quoi aimeriez-vous disposer par rapport à la technologie que vous avez déployée? Quand c'est très long, c'est un système qui a été prévu pour être fabricable par tout ce qui existe déjà, parce que la transition énergétique, elle ne va pas attendre 5, 10, 15 ou 20 ans. L'urgence, elle est là. Donc c'est très important d'avoir un système qui a été conçu pour être fabriqué par toutes les industries existantes, qui sont d'ailleurs aujourd'hui, dans de nombreux cas, en sous-charge de travail, et qui permettent de fabriquer des ACE. C'est un élément modulaire pour être fabriqué partout. Donc si on a un tout petit peu d'argent et de soutien, on pourra livrer nos premiers clients. On a déjà 400 mégawatts qui sont prévus à l'étranger, qui nous permettront d'aller dans les 2-3 ans maximum. Et je pense que dans les 5 ans, on pourrait installer d'immenses champs de plusieurs centaines de mégawatts, parce que l'outil de production existe déjà. Un grand merci. Merci. Au revoir, Jean-Luc. Moi, je voudrais souligner la persévérance et saluer la persévérance de Jean-Luc avec ses solutions de houlomoteur. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir les difficultés réglementaires que l'on retrouve en France et qu'il n'a pas eu le temps d'expliciter et qui aujourd'hui lui permettent de valoriser cette technologie plus facilement sur d'autres marchés à futur. Donc c'est des sujets de fond sur lesquels on doit s'interroger également et on aura l'occasion d'y revenir, j'espère. Parfait. On va demander donc à Guillaume Langlois et Rodolphe Bodino. C'est pas rouge, c'est pas rouge. Oui. Ça va venir. C'est là plutôt. Essayez. Non. Attendez.
Denis, on t'entend bien, donc si vous parlez fort, je pense qu'on vous entendra. Pardon? Alors, bonjour à tous, merci de votre accueil. On a eu déjà 24 heures qui sont extrêmement intéressantes qui sont passées hier. On se présente, moi c'est Guillaume Langlois, je suis océanographe, spécialiste en construction maritime et surtout dans les systèmes appliqués EMR. Et j'interviens comme expert conseil auprès d'AMS pour leur développement dans le secteur EMR et les développements futurs en termes de navires zéro émission et de systèmes zéro émission. Oui, bonjour à tous, je suis donc M. Bodino Rodolphe, le directeur adjoint de la société AMS, qui est une société basée à Saint-Nazaire, qui a aussi une maison mère, puisque c'est LHD, la société de l'amanage du port de Nantes-Saint-Nazaire, qui est la société mère d'AMS. Et AMS s'est lancé depuis une quinzaine d'années dans l'avitaillement des navires faisant escale à Nantes-Saint-Nazaire, et depuis 5 ans maintenant à peu près, dans l'activité des EMR, notamment des champs éoliens. Et on est particulièrement bien en activité actuellement sur le champ éolien du parc de Guérande, voilà. Avec une flotte assez variée et particulièrement actuellement on développe beaucoup la flotte de CTV, de Crew Transfer Vessel, qui est en lien direct avec le besoin futur en hydrogène, de ravitaillement, etc. C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer pendant cette présentation. On va essayer de se concentrer dans une première partie sur les moyens nautiques qui sont employés dans le secteur EMR. Donc là, on va faire un biais direct avec le parc éolien offshore du banc de Guérande. Et on va décomposer l'utilisation de ces bateaux en fonction des phases de construction. Donc la première phase, c'est les études préliminaires. C'est un terme un peu barbare pour parler des levées préliminaires qui conditionnent en fait les études de site et les études de productibles. Ensuite, la construction nearshore qui va vous être présentée par Rodolphe, puisqu'il est quand même extrêmement bien placé pour en parler, parce qu'il a, avec ses bateaux, réalisé la construction de l'atterrage du parc éolien offshore de Saint-Nazaire. On va embrayer sur la partie offshore et terminer par les opérations de maintenance qui sont actuellement en train de commencer sur Saint-Nazaire. Pour finir avec la question qui fâche, qui est la prospective sur les navires et les opérations d'exploitation de ces bateaux de demain. Et on va prendre cette approche avec 2 axes principaux, quel navire pour quelle tâche et quel navire pour demain, du coup en fonction de ces tâches. Non, mais tu le vois devant toi. Parfait. Sur la partie survey. Alors le survey, c'est toutes les études qui vont nous permettre de caractériser un site, donc qui va nous permettre de travailler avec plus de confort et de sécurité, et surtout de dérisquer le projet avant de commencer à mettre les unités en mer. C'est de nombreuses études extrêmement pointues réalisées par des navires extrêmement spécialisés, par des équipages extrêmement performants et qualifiés, et c'est surtout des études qui coûtent extrêmement cher. Aujourd'hui, les navires de survey vont être de plus en plus polyvalents. Ils vont être capables de réaliser plusieurs opérations qui vont de la bathymétrie, la géologie, la géotechnique, la géophysique, avec un seul navire. Le but étant d'avoir le navire ultime qui puisse tout faire. Mais il y a un autre phénomène qui se présente, vous pouvez le voir avec la photo qui est en bas à droite, c'est le Blue Essence de chez Fugro. C'est un drone maritime qui est délivré par un navire-mer et qui peut être opéré à distance. Là, dans le cas de cette photo, les surveys se font en Irlande et les équipes qui contrôlent le navire sont à Aberdeen en Écosse. Donc dans ces études dans la construction nearshore, il y a vraiment toute une gamme de navires spécialisés qui doivent intervenir et qui sont très différents les uns des autres. C'est pour ça que d'avoir un bateau pour tout faire, c'est un peu avoir un mouton à 5 pattes. C'est pas possible en fait. Donc, puisqu'on va avoir besoin de tout petits navires, comme on peut avoir besoin de navires de plus de 100 mètres. Et chacun faisant vraiment des choses très différentes.
On ne peut pas faire jouer du garde-vaisseau ou du surveillant en même temps, et puis faire de la plongée, et puis avoir une grue pour pouvoir monter des objets très lourds. Comment ? Voilà, c'est ça. Et en plus, on va être soumis au terrain qui va nécessiter d'avoir des bateaux à très faible tirant d'eau. Or, un bateau capable de lever des charges très lourdes, de fait, va être beaucoup plus lourd aussi, aura une stabilité beaucoup plus grande, aura un tirant d'eau, ce qui fait qu'il ne pourra même pas atteindre les zones de travail qui nécessitent des navires, donc forcément plus petits. Donc, voilà, là, typiquement, ce que l'on voit ici, c'est la phase d'atterrage du câble du fourreau qui reçoit le câble de production du champ de Guérande. Donc, on arrive sur une plage, et puis le fourreau qui faisait 300 mètres, il fallait l'aligner de telle sorte qu'on puisse après le couler dans un fossé qui a été creusé au préalable. Et pour cela, il fallait mettre des toutes petites unités. Là, les premières que l'on voit, c'est des vedettes de 7 mètres, très puissantes quand même, 300 chevaux à peu près, mais quand même des petites unités. Pourquoi ? Parce que là, il n'y avait pas d'eau. Il y avait 50 cm d'eau, par exemple. Un peu plus loin, là, il y a un peu plus d'eau. On voit des navires un peu plus gros, des navires de soutien et un remorqueur qui aligne le tout pour éviter qu'évidemment le fourreau parte et ne soit plus du tout aligné par rapport à l'endroit où on voulait l'enfoncer. Donc, ces opérations sont coordonnées depuis la terre également et en mer, et tout le monde se parle pour que effectivement les opérations se passent dans les meilleures conditions. Ensuite, là, on voit une autre activité, toujours avec les mêmes petits bateaux, des bateaux plus gros, puis un bateau beaucoup plus gros en fond d'écran, là, qui est ce bateau, en fait, déroulait le câble pour l'emmener de la plage quasiment jusqu'à 17 km plus loin, ou 33 km plus loin, pardon, jusqu'à la sous-station où se trouve le champ éolien. Donc il fallait aligner en permanence, avoir des bateaux sur zone capables de pouvoir faire en sorte que les opérations se déroulent correctement. Et là on voit par contre encore un autre type de bateau, hein. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans les vedettes. Là c'est un CTV, c'est un navire qui doit amener tous les jours des techniciens sur zone. Donc là notamment on voit les fondations de la sous-station, il y a la sous-station depuis qui est posée dessus. Ce type de navire doit travailler toute l'année, voire même pendant plusieurs années, 24 heures sur 24, et emmener des techniciens et les ramener le soir. Donc ce sont des navires, il n'y en a pas qu'un sur le champ. Là aujourd'hui, nous on en a 3, des navires comme ça qui travaillent sur le champ. Il y en a d'autres, il y a d'autres compagnies aussi, il n'y a pas que 3 CTV. On doit être à 6 ou 7 CTV actuellement sur le champ. Et ça, faut le multiplier par le nombre de champs. Donc là, on est dans la phase de construction. Pendant la phase de maintenance, il y en aura peut-être un petit peu moins. Mais ce sont des navires qui sont comme des abeilles autour d'une ruche. Hein. Ça bourdonne en permanence, ça fait des allers-retours. Et c'est aujourd'hui ces bateaux-là qui doivent être améliorés, à mon sens, puisque tous les bateaux que je vous ai montrés là jusqu'à maintenant sont à propulsion thermique classique. On travaille avec les chantiers, on travaille y compris on regarde ce que fait ACE de très près, puisqu'on aimerait avoir une propulsion verte complètement. Donc l'électrique, c'est pas possible. On a regardé, on a déjà tout étudié, tout étudié autant que possible avec les chantiers également, navals, français et hollandais également. La propulsion hydrogène, c'est un petit peu complexe. EODEM nous a présenté tout à l'heure des possibilités d'avoir des navires à hydrogène, mais là, l'exploitation d'un tel navire demande une puissance assez importante. Hein. C'est un navire qui doit se déplacer à 25 nœuds, qui doit pousser contre des boat landing. Donc l'exploitation de ce type de bateau demande d'avoir une grosse réserve d'hydrogène à bord, si jamais on devait avoir une propulsion hydrogène. Chose qui aujourd'hui est compliquée puisque, on n'a pas forcément la place de mettre toutes les installations hydrogène à bord du bateau, et puis surtout, comment on se fait ravitailler en hydrogène, puisqu'il faut bien aller à un moment donné aller à la pompe. Donc avoir une solution sur le champ directement est une solution qui pourrait nous intéresser. Pour la partie construction offshore, c'est toute la partie qui va prendre place de la sous-station jusqu'à la complétion de l'assemblage des aérogénérateurs. On est dans une zone qui est complètement différente en termes de bathymétrie comparée à la zone d'atterrage. On a beaucoup plus de profondeur, on a entre guillemets un peu plus de confort au niveau de l'exploitation des navires. On a des navires qui vont être aussi radicalement différents.
de par la nature des travaux qu'ils vont faire. Donc ils vont être nettement plus grands, ils vont être nettement moins dynamiques, puisque c'est des navires qui doivent faire de l'assemblage statique, et qui vont avoir une gamme d'utilisation qui va être extrêmement spécifique. La partie offshore, en soi, pour des navires comme les navires qu'exploite AMS, on garde toujours les CTV qui vont être omniprésents. Tant que le bateau est en mer, il faudra toujours débarquer et embarquer du monde. Et aussi forcément le navire chien de garde, qui commence à être un petit peu plébiscité en France, qui est déjà standard dans toute l'industrie en Europe, qui est un navire qui a plusieurs on va dire, occupations. La première, c'est de la signalisation, de la protection des usagers de la mer, mais aussi une surveillance qui peut être interne ou externe à la zone du parc, en continu pendant toute la phase de construction, d'exploitation, de maintenance, voire même encore jusqu'après au démantèlement. Donc vous voyez que par rapport aux navires qu'on avait vus sur l'atterrage, on n'est pas du tout dans la même gamme de taille et de puissance. Donc les navires qui permettent l'assemblage des turbines sont souvent des jack-up, souvent de plus de 100 mètres, avec des capacités d'embarquement pour au moins 2 à 3 turbines à chaque fois. Sur la gauche, vous voyez un ESV, en fait, qui est un navire de supply qui peut faire aussi du multipurpose, donc il peut aussi faire des surveys, de l'installation de sacs de protection ou de matelas de protection sur les câblages. On peut envisager aussi de le convertir en câblier. C'est des navires extrêmement polyvalents, mais comme vous voyez, c'est des monstres en termes de taille, de puissance et de capacité d'embarquement de personnel. Là, on va repasser à Rodolphe pour qui c'est assez facile d'expliquer. Il va vous présenter tout simplement ce qu'il est en train de faire en ce moment à Saint-Nazaire. Donc, effectivement, aujourd'hui à Saint-Nazaire, je vous ai dit qu'on avait 3 CTV sur le site qui ont 3 clients différents, hein, et dont un sert effectivement à emmener des techniciens tous les jours, quand il fait beau, parce que la météo est quand même a son rôle à jouer, hein, puisqu'on transfère du personnel en fait d'un navire sur une échelle pour qu'il puisse monter soit sur la sous-station, soit même sur des piles actuellement construites sur le champ, qui sont les futures éoliennes. Et ça nécessite des conditions météo particulières et surtout des procédures de transfert avec des gens qui ne sont pas marins et qui doivent quand même aller en mer tous les jours. Donc il faut que ces gens se sentent en sécurité pendant les phases de transfert. On a un autre navire qui va servir de guard vessel, c'est un CTV également, mais qui a une capacité d'interception un peu rapide, puisqu'il est capable d'aller à 25 nœuds, ce qui est rapide sur le champ. Et ce bateau aura aussi une mission liée au problème de fuite d'huile potentielle sur le champ, ce qui fait qu'il est également équipé de matériel anti-pollution et capable de mettre un barrage en peu de temps, un barrage anti-pollution qui va contenir l'huile en réaction immédiate. Voilà. Donc ça, c'était demandé par notre client de pouvoir répondre à ce type de problématique. Il y a une fuite d'huile, une fuite d'huile donc va se répandre très vite sur la mer. Et il faut pouvoir la contenir au maximum afin d'éviter évidemment de faire des pollutions. Donc ces bateaux-là, alors ça ne sera pas ce bateau-là, mais ça lui ressemble beaucoup parce que ce sont des 2610 de chez Damen, hein, et ces 3 navires, ce sont des navires équivalents. Donc ont une capacité d'emport de matériel, bien entendu, et de réaction pour pouvoir intervenir très vite. Donc là, vous voyez que sur ce type de navire, donc on fait de l'antipollution, on fait du transfert de passagers, on fait également du transfert de cargaison, de matériel, puisque ce bateau est aussi capable de prendre à peu près une vingtaine de tonnes de matériel. C'est ce qui est largement suffisant par rapport à ce qui est demandé. Alors, c'est bien tout ça, mais quoi pour demain? Donc demain, en 2030, il y a quand même une réglementation maritime qui va nous imposer de réduire drastiquement nos émissions de CO2. Donc on y est tout à fait pour, on y travaille tous, mais on n'a pas encore de solution pérenne, actée pour ce type de navire. Donc ce n'est pas en 2030 qu'il faudra l'avoir, il faudra l'avoir bien avant. Si on pouvait l'avoir dans les 2 prochaines années, ce serait bien, puisque ça nous pose, nous, armateurs, enfin j'imagine que les autres armateurs ont le même problème, plusieurs problèmes justement, c'est que on ne va pas acheter de bateaux neufs pour l'instant, puisque dans 15 ans ou dans 10 ans, on ne pourra plus s'en servir. Donc ça pose un problème de renouvellement de flotte.
Et puis, donc, ça nous impose d'acheter du navire d'occasion, sachant que dans 3, 4 ans, 5 ans, il va falloir qu'on les mette au scrap ou qu'on puisse avoir une capacité pour les refiter. Et ça coûte aussi très cher pour les armements. Donc, si les chantiers et les différents acteurs de l'hydrogène, de l'électrique, du méthanol, il y en a qui travaillent aussi sur le méthanol, pouvait avoir une solution pour ce type de navire assez rapidement, évidemment, ça ferait plaisir aux armateurs. Et on pourra effectivement développer des flottes beaucoup plus vertes et très rapidement. Vous avez des questions ? Oui, je remarque que c'est la première fois que l'on demande que les normes soient faites rapidement, et je comprends très bien pourquoi. Vous avez besoin d'avoir la connaissance de ces normes pour votre avenir. Voilà, espérons que les normes ne seront pas complètement... voilà, il faut que ça soit raisonnable. Alors, c'est certain, il faut que ce soit raisonnable. Pour l'instant, on n'a pas la solution. On ne sait pas trop quelle direction prendre. On a plein d'idées, il y a plein de choses qui émergent de droite et de gauche. Mais clairement, ni les chantiers, aucun chantier en Europe, parce qu'on ne parle pas qu'avec les chantiers français. Pour l'instant, il n'y en a pas un qui est capable de nous dire voilà, on a la solution toute faite qui arrive, on a trouvé la solution à votre problème. On est pourtant assez impatient parce qu'on aimerait bien que ça arrive très vite. Ça a quand même du sens sur un champ éolien d'avoir des bateaux verts. C'est un petit peu notre philosophie, quoi. Alors, une petite question pas facile. Donc, Saint-Nazaire va bientôt être raccordé. Enfin, c'est quasiment, puisque vous avez fait le travail. C'est ça. Ce n'est pas très facile. Sur Saint-Nazaire, le plus gros du chantier est fait, c'est-à-dire que le raccordement liaison marine, liaison terrestre est réalisé à la plage de la Courance. J'ai eu la chance d'en être le directeur de chantier. Le câble d'export est installé, il y a quelques petits menus travaux à faire dessus, mais rien de bien inquiétant. La sous-station est installée, le câble d'export est raccordé à la sous-station, et en ce moment, Travaux-Océan avec EDF sont en train de réaliser la campagne de câblage interarrêt, ce qui annonce en fait les prémices du début de la campagne d'assemblage qui devrait arriver dans le courant de l'année. Donc pour l'instant, Saint-Nazaire nous sert de maître étalon entre guillemets pour les projets français. Tout comme Courseulles et Fécamp qui sont chacun très particuliers de par les sites qui les accueillent, mais aussi Saint-Brieuc qui, lui, pose un peu plus de problèmes en termes d'acceptation sociétale et d'externalités positives. Plus, on va dire en plus de la situation sociétale, un gros déficit d'études préliminaires, on repense à la diapo sur les surveys, qui se sont avérés être à côté de la plaque. Au niveau de la géotechnique et de la géologie, les sols sont trop durs, les forages sont très compliqués et le scope est loin d'être réalisé, puisque sur les 60 forages qui devaient être faits, 60 et les brouettes de forages qui devaient être faits l'année dernière, il n'y en a que 4 ou 5 qui sont réalisés à peu près correctement. On en a parlé ensemble. On en a déjà parlé. Donc Saint-Nazaire va être... Saint-Nazaire est en très bonne voie pour se terminer selon le scope et dans les délais. Fécamp-Courseulles, pour l'instant, ça a l'air de tenir la route, même s'il y a toujours cette problématique pour Courseulles des munitions non explosées, parce que l'atterrage de Courseulles, c'est ni plus ni moins que les plages du débarquement. Absolument. Donc ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte pour chaque projet. Mais oui, ça avance très très bien, et les entreprises locales, donc comme AMS ou comme d'autres concurrents, que ce soit en Bretagne ou sur la façade maritime méditerranéenne, ont on va dire la primeur en fait d'être consultés pour ces appels d'offres là, et ils montent en compétences très très vite. Ah bah oui, c'est ça. Donc ça a un intérêt. Mais du coup, ça va me permettre de rebondir sur la diapo suivante, qui est le multi-usage. Et ensuite, on va parler de la mutualisation des moyens nautiques. Multi-usage, aujourd'hui, il va être extrêmement intéressant. Comme le disait Rodolphe, certains bateaux peuvent avoir plusieurs clients, peuvent faire plusieurs activités, et c'est ce que cherchent les armateurs, les opérateurs. Pourquoi ? Parce que ça donne un peu plus de confort dans l'exploitation du navire, dans l'exploitation des ressources humaines qui sont allouées de l'équipage, mais aussi en termes financiers, ça permet d'amortir les emprunts qui sont sur ces bateaux assez rapidement, et du coup d'envoyer les prix vers le bas, ce qui rend en fait la filière de plus en plus attractive.
Il y a aussi une autre chose qui est importante, le même bateau faisant plusieurs activités, on évite de multiplier les bateaux, donc on a une réduction significative de l'empreinte carbone de la flotte, ce qui est aujourd'hui en ligne de mire d'ici à 2030 de tous les opérateurs. La mutualisation, quant à elle, en fait, elle dépend de la politique nationale en termes de développement des parcs éoliens offshore ou des projets EMR en général. Dans notre cas, on a de la chance puisque les sites sont assez proches les uns des autres. Le tissu portuaire est extrêmement dense en France et avec un peu de chance, les calendriers vont s'overlapper un petit peu sur les phases de construction. Ce qui veut dire que si on a des ports, moi je prends le cas particulièrement de Coursol et Fécamp, ici une zone comme le Havre peut servir de plateforme pour envoyer une flotte et une seule sur les deux parcs en simultané. Ce qui réduit l'empreinte, qui permet de faire travailler des équipages avec un peu plus de souplesse et ce qui permet de se projeter avec plus de visibilité pour les opérateurs. Et de respecter le temps, puisque effectivement l'expérience permet surtout un gain de temps. Exactement. Mais la mutualisation, ça ne suffira pas. Comme on l'a dit, le zéro émission est dans toutes les têtes. Les briques technologiques, comme on a pu entendre avec EODev, sont là. On a encore quelques limites. Nous, dans notre cas, c'est la puissance fournie qui est largement inférieure à ce qu'on devrait. Il faudrait idéalement qu'EODev puisse multiplier par 7 ses capacités de puissance pour qu'on puisse l'envisager sur un navire. C'est des ruptures technologiques sérieuses. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des consortiums assez massifs qui se créent, par exemple autour de Yamaha. On a les plus grands motoristes japonais qui sont en train de se rassembler pour créer un moteur à combustion interne, un V8 5 litres d'environ 500 chevaux. C'est techniquement quelque chose qui nous intéresse, parce que swapper un moteur à combustion interne pour un autre moteur à combustion interne, c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais est-ce que ce sera vraiment rentable en termes de consommation de carburant et en termes d'opérabilité? On n'en sait rien encore pour le moment, parce que c'est encore embryonnaire. Donc on essaye de travailler sur une capacité de projection de la flotte en mer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le port était un référentiel terrestre. On voudrait projeter ce port en mer pour que le port devienne opérable en même temps que les bateaux sur site. Donc pour ça, on se fie à Jean-Luc Stanek et la technologie de ACE, sur qui on compte énormément, parce que ce caisson ou le moteur ACE, en fait, est une base saine pour construire en mer et du coup aménager des systèmes portuaires en mer. Mais en plus de ça, ce caisson va nous permettre d'accéder à une source d'énergie qui nous permettra de produire notre propre carburant, H2, et d'augmenter grandement la capacité de projection du navire, puisqu'on n'a plus besoin de revenir à quai, on est sur le site du parc éolien pour travailler. Donc, dans l'idée, le port ne doit pas être la limite terre-mer pour nous, mais doit être un port en mer. On va voir un petit peu comment ça se présente. Alors là, c'est dans le cadre des externalités positives, c'est une approche portuaire dédiée aux communautés des pêcheurs. L'idée est de leur faire un ponton en libre service accessible à des navires de pêche pour aller stocker leurs poissons dans un vivier qui est oxygéné par les encres biodynamiques de ACE, mais aussi de produire assez d'hydrogène pour alimenter le bateau et faire en sorte que le pêcheur qui va exploiter ça travaille aussi bien pour ACE que pour son compte, mais en supprimant 40% de charges de frais de fonctionnement en termes de carburant. Donc bien évidemment, ce n'est pas une approche qui se fait en claquant des doigts. On ne va pas voir un pêcheur en disant « donne-nous ton bateau, on va te changer le moteur et tu ne paieras plus ton fioul ». Il faut que les pêcheurs travaillent avec nous sur la conception du navire ou le rétrofit du navire et après mettre en place des modus operandi et des protocoles pour accéder à ce genre d'infrastructure et mettre aussi des conditions d'exploitation en commun. C'est-à-dire que nous, si on produit assez d'hydrogène pour alimenter ce petit bateau, on peut aussi envisager que ce petit bateau puisse être utilisé comme moyen logistique pour ramener le surplus de production à terre, pour être utilisé soit par des compagnies qui font du BTP, soit des agriculteurs ou des territorialités pour des bus à hydrogène, etc. etc. On revient sur le bateau qui avait été présenté par M. Stanek et ACE tout à l'heure. Ce bateau-là, nous, il nous plaît énormément, pour plusieurs raisons. Parce qu'on a des problématiques de vitesse dans les activités CTV, il faut qu'on ait des navires qui soient capables de dépasser les 25 nœuds. La problématique d'autonomie, qui est le saint graal de tous les opérateurs qui voudraient travailler à l'hydrogène, c'est quelque chose que ACE a résolu avec son système de stockage interne. Donc les 6 tonnes d'hydrogène embarqué peuvent servir soit à faire de la logistique ou à transférer la ressource à terre, soit à augmenter la capacité d'opérabilité du navire. Donc comme vous pouvez le voir, il est sur foil. Pourquoi? Parce que la traînée est notre pire ennemi en mer. La traînée impacte directement la consommation et la charge du moteur. Il faut qu'il soit polyvalent. Comme on l'a dit, nous, notre Saint Graal, c'est un bateau qui peut tout faire.
Donc ce bateau-là peut faire des surveys, peut faire de la logistique, du CTV, servir de support de plongeur, peut aussi installer des ancrages. C'est une plateforme multimodale. Ensuite, le bruit, forcément, ça c'est quelque chose qui est... Bruit et confort, on va pouvoir le mettre ensemble, et bien évidemment être un 100% zéro émission. Ce navire-là, en soi, pour nous, c'est en ce moment la piste la plus sérieuse qu'on peut exploiter. Ensuite, comme on l'a expliqué, je l'avais expliqué, on l'avait discuté hier ensemble, il y a une problématique, on va dire, d'aller un peu plus loin dans les partenariats locaux. Alors certes, on a des clauses de local content dans les contrats qui nous permettent d'aller sourcer préalablement des opérateurs locaux pour leur donner préférablement les marchés s'ils ont les compétences. Mais en gros, ça ne suffit pas, parce que quand on fait des concertations publiques ou qu'on discute avec des gens qui aujourd'hui se positionnent en tant qu'opposants, on s'aperçoit que ce qui est présenté comme argument principal, c'est le manque de soutien des développeurs aux communautés locales des usagers de la mer, et aussi une volonté de ces usagers, en particulier des pêcheurs, de se former techniquement et d'être acteurs en fait, de la filière. Ce qui leur est en ce moment quasiment pas refusé, mais on leur donne des miettes, c'est-à-dire on leur propose avec leur bateau de jouer les cartes vaisselle 2-3 semaines par an, ce qui en soi ne suffit pas à combler leurs besoins de savoir et de connaissances. De plus, il faut faire preuve un peu de bon sens. Quand on va construire, par exemple, je prends le cas de Saint-Brieuc, qui est une zone extrêmement complexe au niveau du sol, au niveau de la houle, au niveau des conditions de mer, pourquoi s'embêter à faire venir des professionnels qui viennent de Hollande alors que les plus grands spécialistes du site sont les pêcheurs? Ils ont la connaissance du site, la connaissance des états de mer, les pièges, ils les connaissent tous, et puis ils sont chez eux. Donc on ne va pas leur apprendre comment fonctionner en mer. Et donc autant les intégrer directement dans les projets pour qu'ils deviennent partenaires et acteurs du projet. Tout à l'heure, Rodolphe parlait d'essaimés, de petites abeilles. C'est une allégorie que j'aime bien, parce que en travaillant avec Jean-Luc Stanek et les équipes de ACE, on est parti sur une idée qui était d'essaimer les océans. C'est-à-dire de faire des petites ruches qui vont avoir des utilités soit très spécifiques, soit polyvalentes, et qui va nous permettre en fait d'optimiser déjà le coût des opérations de construction des systèmes EMR, mais aussi de faire du multi-usage avec des acteurs locaux. Là, ici, c'est une espèce de base multifonction, plaisance, pêche et production hydrogène, embouteillage H2 et puis production d'eau douce. C'est quelque chose qui peut se mettre extrêmement facilement en place, puis comme vous l'a expliqué Jean-Luc Stanek, c'est des modules qui sont préconstruits et puis remorqués sans fondation physique, sans contact et liaison directe avec le sol. On a juste des ancrages, des mouillages biodynamiques qui servent de stabilisateur et de système d'ancrage. Et ces systèmes-là, en fait, pour nous, c'est l'avenir des EMR, parce que c'est les projets qui sont acceptés par les communautés de pêcheurs. C'est les pêcheurs qui revendiquent en fait ce genre d'approche, parce que c'est ce qui leur convient. Ils ne sont pas à construire le parc, mais ils sont directement intégrés au parc éolien pour travailler avec eux. C'est-à-dire que l'hydrogène peut être utilisé, le site de production peut être utilisé pour conditionner de l'hydrogène sous forme gazeuse, qui peut être lui amené vers la sous-station électrique du parc éolien, alimenter un générateur comme on a pu voir avec les équipes d'EODEV et leur matériel, et du coup lisser un petit peu l'intermittence des parcs éoliens. Mais c'est surtout que en transformant l'énergie en H2 gazeux, on s'abstient de poser des câbles. On sait tous que c'est extrêmement compliqué et que ça coûte extrêmement cher, parce que par exemple les câbles d'export de Saint-Nazaire, on était à 139 000 € du mètre linéaire, qui est extrêmement cher. Quand on réfléchit aux 80 km totaux qui vont être installés, il y a presque 50% du coût du projet global. Et encore, s'il n'y a pas de pépin, s'il y a un problème d'installation et qu'il y a des réparations à faire, ça explose. Là, on a des systèmes qui peuvent être mis en place rapidement, à faible coût, qui peuvent servir à toute la communauté des gens de la mer et qui vont permettre de faciliter l'acceptation sociétale de tels projets. On sait qu'aujourd'hui, l'éolien fixe est problématique en termes d'impact. Donc on ne va pas forcément toujours rester sur des solutions fixes, mais l'avènement du flottant va permettre de pouvoir intégrer les communautés locales. Et sans ces communautés locales, on n'arrivera pas à faire émerger cette filière et lui donner le plein potentiel de sa dimension. Donc on part sur ces projets-là qui, en soi, nous paraissent extrêmement intéressants puisqu'on peut produire notre combustible, on peut opérer sur plein d'activités et mettre le plus de monde autour de la table pour rendre ces projets vraiment acceptables d'un point de vue sociétal. Un grand merci. On est à combien, à quelle échéance? Sur des parcs 6 MW comme ça?
Oui. Bah, ça dépendra du financement et de la volonté de l'État à nous accepter dans la PPE, dans un premier temps. Mais un système comme ça, 6 MW multifonction, en 2 ans, il est construit et installé et opérationnel. Si je prends en compte l'appel d'offres, on est dans 5 ou 10 ans plutôt. Pardon ? Je ne vois pas qui parle en fait. C'est Eric qui fait Eric qui fait du mauvais esprit comme d'habitude. Donc, c'est pas du mauvais esprit parce que quand on regarde par rapport à la réalité de ce qui se passe en France, il n'a pas tout à fait tort, Eric. Non. Mais c'est aussi pour ça que je voudrais vous mettre la dernière slide qui va, je pense, mettre tout le monde d'accord. C'est qu'on est tous dans la même galère, on a tous le mal de mer. Mais comme le dit Hervé Bazin, la vie c'est comme la mer, elle porte que ce qui remue. Donc je pense qu'il va vraiment être temps qu'on mette un gros changement de braquet en fait, sur les externalités positives, les accessoires de parc et les EMR en général, parce que le temps file, les innovations s'exportent, et si en France on est à la traîne, on va être bloqué avec notre système D qui forcément ne sera pas assez efficace. Pour moi, la seule solution de tacler réellement le dérèglement climatique, c'est d'embarquer tout le monde. C'est-à-dire le nucléaire, l'oil and gas, ça va être le photovoltaïque, l'éolien flottant ou fixe, le houlomoteur, l'hydrolien, les ETM aussi. Il faut que tout le monde avance en même temps en se donnant la main pour créer des synergies. Depuis ce matin, on voit bien que tous les gens qui ont parlé, tout ça va dans ce sens. Oui. Et c'est quand même, j'allais dire, presque la première fois que j'ai l'impression que tout le monde va dans la même direction et sur les mêmes produits. Et c'est plus un produit seul, mais multi. Et ça, c'est un sujet et une occasion d'être assez content et optimiste sur la suite. C'est ça, il y a des convergences en termes de technologie, il y a des convergences en termes de financement et en termes de R&D, mais maintenant il y a toujours ce problème de volonté politique. Bon, ça... Denis, oui. Le temps passe. Oui, excuse-moi. Bien, messieurs, merci. Et donc, nous allons continuer avec Guy Alfegali et Marion Ripaud. Les voilà. Oui. Voilà. Donc, Guy Alfegali représente Business Developer Inamix et Marion Ripaud, marketing du groupe de la compagnie industrielle maritime CIM dont nous a parlé Éléonore ce matin. On va voir une solution sur le port du Havre, donc intéressante, avec 2 acteurs qui agissent ensemble pour essayer de décarboner. Oui, alors vous... Ça marche, non ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon, ça fonctionne parfaitement. On va écouter. Bonjour à tous. Donc effectivement, Marion Ripaud, responsable marketing de la compagnie industrielle maritime CIM, et je suis accompagnée de Guy Alfegali, business developer Dynamics. Et donc avec Guy, nous sommes absolument ravis d'avoir l'occasion de vous présenter le projet LH2 aujourd'hui, qui consiste en la création d'un écosystème hydrogène au Havre et plus particulièrement au port du Havre. Donc tout d'abord, quelques éléments de contexte et données économiques qui montrent l'importance du port du Havre. Donc le port du Havre, c'est le premier port français pour le commerce extérieur et le trafic de conteneurs. Et c'est bien sûr la principale voie d'accès maritime à l'axe Seine. Avec ses 84 millions de tonnes maritimes annuelles, ses 6 000 escales annuelles et sa connexion avec plus de 630 ports à travers le monde, le port du Havre est un véritable hub logistique d'importance. Et qui abrite du coup un certain nombre d'activités, d'un centre minéralier, un terminal céréalier, une activité pétrolière, pétrochimique, des terminaux à conteneurs. Et enfin, le port du Havre s'est engagé au travers de son plan stratégique à réduire son empreinte carbone. C'est vraiment dans ce contexte qu'est né le projet LH2.
Alors pourquoi la CIM s'investit dans ce projet, comme vous l'a expliqué Éléonore Joder ce matin, parce que la CIM est un acteur historique du port du Havre, qui est implanté localement depuis plus de 100 ans. Donc la compagnie industrielle maritime est concessionnaire des terminaux d'importation de pétrole brut et de produits raffinés du port du Havre. Et dans ce contexte, a vraiment cette volonté d'accompagner le port du Havre dans son processus de transition énergétique. Et donc la CIM fait partie du groupe Pisto et donc bénéficie à ce titre de toute l'expertise logistique et de l'excellence opérationnelle de l'ensemble du groupe pour mener à bien ce projet. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous ne travaillons pas seuls, parce que nous travaillons en partenariat avec Dynamics, et je vais laisser Guy présenter son entreprise. Merci Marion. Donc voilà, on parlait en début de cette séance de PME, de nouvelles boîtes. Donc Dynamics, c'est une filiale jeune, créée en 2019. Donc c'est une filiale d'EDF qui a comme métier la production et la commercialisation d'hydrogène bas carbone. Donc voilà, Dynamics, c'est un acteur intégré sur la chaîne de valeur, sur toute la chaîne de valeur. Donc on part de la conception, la construction, la production, jusqu'à l'exploitation et la maintenance. Et nous développons les projets, on investit dans nos projets, on les commercialise. Et nous adressons comme les deux marchés principaux qui sont très émetteurs de CO2 et de gaz à effet de serre en France, qui sont la mobilité, et notamment la mobilité lourde, et l'industrie. Donc on parle de mobilité lourde parce que aujourd'hui, des bus, des bennes à ordures ménagères, des trains, des avions, des barges, des bateaux, des navires sont difficilement électrisés. Et donc on passe à l'hydrogène, et notamment l'hydrogène bas carbone, pour électrifier ces moyens de transport. Et aussi nous adressons l'industrie légère et l'industrie lourde, jusqu'à aussi la création, la production de carburants alternatifs. Donc on parle, ça fait 2 jours, d'hydrogène et d'hydrogène bas carbone. L'hydrogène bas carbone qui est un vecteur énergétique et qui est un levier économique pour décarboner pour décarboner l'économie française, européenne, mondiale. Donc l'hydrogène permet cette décarbonation s'il est bas carbone. Et donc pour que l'hydrogène soit bas carbone, il doit être produit par l'eau, par électrice de l'eau, et donc par électricité bas carbone ou renouvelable. Donc nous profitons d'un mix énergétique français qui est bas carbone grâce au nucléaire, au renouvelable, tout ce mix. Et donc pour rester un peu dans une optique portuaire, donc les chiffres de France Hydrogène montrent que d'ici 2030, à horizon 2030, sur les ports, il y aura un besoin de 200 à 600 000 tonnes d'hydrogène par an. Donc pour la décarbonation des activités portuaires, du transport portuaire, de la logistique portuaire, mais aussi donc, des autres activités. Donc on parle d'engins de manutention, on parle de bateaux, on parle d'électrification à quai des navires. Et donc aussi, n'oublions pas que sur le Havre, ce n'est pas uniquement une activité portuaire, mais c'est aussi une zone urbaine avec presque 270 000 habitants qui sont sur le territoire du Havre-Seine Métropole. Et donc nous avons sur ce territoire une composante qui est à la fois urbaine, industrielle et portuaire. Et donc voilà, c'est ces composantes qui motivent une création d'un vrai écosystème hydrogène, voilà, qui va décarboner des activités urbaines et portuaires. Donc, on passe à la slide suivante. Donc, on part du projet intitulé LH2, le Havre Hydrogène. Donc, c'est un projet de partenariat qui est porté donc, par la communauté urbaine du Havre-Seine Métropole et par le consortium, le partenariat CIM et Dynamics, qui porte le développement des infrastructures de production et de distribution. On travaille étroitement avec Aropa Port, donc, pour l'identification et pour le passage, pour la décarbonation de ces activités portuaires. Donc, c'est un projet qui a été développé depuis fin 2020, je dirais, jusqu'en 2021, maintenant 2022.
donc, et qui est lauréat de financement de l'ADEME, donc de l'appel à projet écosystèmes territoriaux d'hydrogène. Et donc c'est un projet dans sa globalité, il va permettre à la fois la décarbonation, je dirais, d'une grande partie de la flotte des bus du Havre Seine Métropole en premier lieu, et ensuite la décarbonation et l'alimentation en hydrogène vert et bas carbone d'autres usages urbains et portuaires, notamment de l'électrification des bateaux à quai, les engins de manutention portuaire, des camions, des flottes captives. Donc on adresse tous ces éléments, tous ces acteurs portuaires dans la zone du Havre, donc sur le port du Havre et en partie urbaine. Donc l'électrolyseur se situera sur l'emprise foncière de la CIM au port du Havre et donc produira, donc, comme le disait Guy, dans un premier temps 800 kg d'hydrogène par jour pour adresser en premier lieu les usages urbains, et ensuite la production de l'électrolyseur montera en puissance en lien avec l'émergence des usages portuaires évoqués à l'instant. Et donc nous prévoyons le déploiement de 3 stations de distribution déportées, l'une qui se situera en centre-ville pour les usages urbains, et ensuite 2 autres stations sur le port du Havre, avec une localisation qui sera déterminée en fonction des différents usages identifiés. Oui, effectivement. Donc, nous, dans notre modèle, on s'installe au plus près des usages pour limiter une certaine logistique d'hydrogène. Donc, on souhaite être au plus près des usages. Et c'est pour ça on veut installer une station en ville haute, à proximité immédiate du dépôt des bus actuels. Et donc, voilà, si vous avez à l'écran, ce que vous voyez, c'est une station H2 type. Et c'est notamment la première station d'1 mégawatt qui a été installée en France. C'est notre station à Auxerre qu'on a inaugurée en septembre 2021. Et donc vous voyez, la production et la distribution d'hydrogène, c'est des solutions conteneurisées qui ne demandent pas vraiment une grande emprise au sol, et ça permet d'être intégré dans les paysages sans vraiment changer le paysage, que ce soit portuaire, urbain, en ville. Donc voilà, je pense que nous avons fini notre présentation de mon projet à l'H2. Merci beaucoup. Je vois que le Havre avance dans la bonne direction. J'en profite quand même pour saluer nos amis de La Rochelle qui font ça entre la communauté, la ville, le groupe Avia Picotti. Et donc je vois que le système se met en place et c'est une très bonne chose. Eric, tu as une question ? Je n'ai pas de question, puisque le temps court et il faut vite passer à la dernière présentation de M. Abousikine. Mais ne t'en fais pas. Daniel Kern a l'air d'être tranquille et pas très inquiet sur le temps. Merci beaucoup. Donc, la dernière présentation est faite en Zoom. Elle était là depuis le début, bien sage. Allez-y. Donc, Abousikine, donc, elle va nous expliquer ce qu'est H2X écosystème. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Tout à fait. Parfait. Du coup, là, je vais partager avec vous un support à présenter. Du coup, moi, je suis Inde Abousikine. Je travaille au sein de la société H2X en tant qu'ingénieure en système d'information, mais également doctorante sur des projets de mobilité, particulièrement dans les territoires peu denses. Alors, en fait, mon travail principal porte sur l'élaboration d'indicateurs. J'entends l'écho, en fait.
Là, vous m'entendez bien? Du coup, mon travail de recherche principal porte sur l'élaboration d'indicateurs techniques, environnementaux, sociaux et sociétaux pour évaluer la performance d'un tel système de mobilité hydrogène au sein des territoires. Là, aujourd'hui, je suis le porte-parole de la société H2X pour vous présenter notre activité et comment nous, enfin, notre approche globale pour développer des projets à base des écosystèmes à base de l'hydrogène et comment on peut répondre effectivement partiellement aux besoins des territoires portuaires pour mettre en place un écosystème hydrogène. Donc, est-ce que vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît? Donc, un petit mot sur la société H2X. On est une équipe de docteurs en chimie, docteurs en sciences de gestion comme moi, des électroniciens, des énergéticiens, et, enfin, tout ce que vous voulez. Et on intervient sur plusieurs volets, en fait. Le premier volet, recherche et développement, où on développe plusieurs projets de recherche, y compris le mien, mais également des projets pour la question de valorisation d'oxygène, la question de développement des électrodes 3D et également sur des projets principalement de mobilité au sein des territoires peu denses. Sur le volet technique, on développe, on a une gamme de produits assez diversifiés qui permet de répondre à plusieurs problématiques, à savoir les problématiques de mobilité. Du coup, avec nos partenaires, on essaie de développer, en fait, on intervient au niveau du rétrofit des véhicules lourds, mais également pour développer des véhicules à hydrogène. On développe aussi on a des électrolyseurs et des générateurs, et c'est ce que je vais présenter par la suite, le générateur 350, et également des réservoirs amovibles pour un usage de mobilité. Sur le volet écosystème, on a une équipe vraiment dédiée pour gérer les écosystèmes, à savoir les écosystèmes territoriaux. Et par écosystème, on essaie de répondre au plus près des problématiques territoriales, à savoir la mobilité, l'indépendance des personnes âgées et plusieurs problématiques. On répond aussi aux besoins des écosystèmes industriels. Et sur le volet formation, on est membre fondateur du Living Lab des territoires en transformation, qui est le ARDEVES, mais on intervient également au niveau de formation dans les écoles supérieures. Donc là, vraiment, nous, au sein d'H2X, on a une approche globale. Du coup, on s'appuie sur de l'ingénierie technique et technologique, ce qui est évident, mais pas que. On repose sur d'autres principes qui, pour nous, sont indispensables afin de viabiliser un écosystème hydrogène. Donc, la brique technique que je vais présenter aujourd'hui et qui peut répondre aux besoins des écosystèmes portuaires est le générateur 350 kVA. Alors, on développe un générateur qui est électrohydrogène de forte capacité alimenté par de l'hydrogène renouvelable. Et en fait, c'est un système énergétique mobile pour des applications de déploiement temporaire de fortes unités de recharge électrique. Je note qu'il est entièrement décarboné et ne rejette que de l'eau. Et il est développé en partenariat avec Enedis. C'est un système qui est labellisé le Havre Smart Port City, Smart Marina, et soutenu par la région Bretagne et par le FEDER. Donc, slide suivant. Alors, pour ceux désireux, désireuses ou contraints de se détacher des ressources fossiles, ce système-là présente plusieurs avantages. Le premier, c'est sa capacité de modularité. En fait, pour une multiplication des usages, on peut regrouper, on peut associer plusieurs G350 afin d'augmenter la puissance. Le deuxième avantage, c'est par rapport à la mobilité, la capacité du G350 permet en fait un transport facile vers les zones d'usage. Il vous accompagne dans l'efficacité énergétique de vos infrastructures et il peut être également couplé avec d'autres ENR pour assurer la complémentarité. Donc, slide suivant. En ce qui concerne les données techniques, moi, je ne suis pas du tout, j'ai pas un profil technique, du coup, je vais essayer d'expliquer brièvement cette partie. En fait, ce système-là, c'est un générateur zéro émission avec une puissance de 350 kVA, mais
Comme je l'ai déjà mentionné, on peut le complémenter, enfin, on peut associer plusieurs G350 pour avoir plus de puissance. Sa consommation d'hydrogène, il est inférieur à 16 kg par heure et pour une disponibilité de 24 heures sur 24. Alors, c'est un système où enfin, tout est intégré au sein d'un conteneur 30 pieds pour un déploiement facile et qui permet d'être transportable sur camion 19 tonnes. Ce système-là, il peut être complété avec d'autres modules comme le module solaire qui rapporte 10% d'énergie et qui permet de recharger le pack batterie, le module eau chaude sanitaire et également le module air pulsé. Donc, si vous pouvez... Ouais. En ce qui concerne les usages du G350, il y a des usages directs comme le soutien au réseau, l'alimentation électrique à quai des bateaux, l'alimentation des grues également, des besoins en électricité d'une criée. On peut avoir aussi un usage par rapport au chauffage des locaux grâce au module air pulsé. En ce qui concerne les usages indirects, en effet, en couplant ce système, ce G350 avec des ENR présents sur site idéalement et avec un électrolyseur sur place pour alimenter en hydrogène, on peut vraiment avoir de l'autonomie énergétique d'un site portuaire et contribuer ainsi à la création d'un écosystème portuaire. Je cite quelques ports qui ont déjà exprimé un vif intérêt par rapport à ce système. Il y a le port de Bordeaux, le port de la Nouvelle et le port de Montréal. Là, c'est juste une petite figure pour vous présenter comment ça se présente en fait ce système. On a les trois briques principales, l'alimentation en hydrogène, la pile à combustible plus l'électronique de puissance et puis après un système d'alimentation. En fait, pour plus de détails techniques, vous pouvez contacter notre service pour ça. Alors, comme je l'ai déjà mentionné au début, notre approche ne se concentre pas que sur l'aspect technique. En parallèle avec de l'ingénierie technique et technologique, on se base également sur de l'ingénierie, je dirais, d'usage et de stratégie. Dernièrement, en fin 2021, nous avons élaboré en collaboration et en partenariat avec l'AFNOR une spec qui permet de définir un écosystème symbiotique à base d'hydrogène renouvelable et bas carbone pour les territoires et l'industrie. En fait, en ce qui concerne l'ingénierie d'usage, nous avons la conviction que pour appréhender et pour mettre en œuvre la stratégie d'une économie bas carbone, le raisonnement par sous-systèmes qui sont considérés séparément semble très limité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on mobilise le terme écosystème. Écosystème, pour nous tous, c'est un ensemble d'acteurs qui sont hétérogènes dans un milieu, qui innovent pour répondre aux problématiques de ce milieu et qui sont dans une logique de compétition. La compétition, c'est à la fois la coopération et la compétition. Donc, classiquement, on voit bien que les territoires portuaires sont appréhendés à travers leur dimension fluviale ou maritime qui est concentrée sur le transport. Nous, en fait, ce qu'on développe, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est une approche qui consiste à appréhender ces espaces à travers une vision de l'économie symbiotique dont la plupart des travaux se concentrent sur les questions de comment on va régénérer le milieu. En effet, l'économie régénérative, pour faire simple, ça définit tous les modes de production, de consommation et d'usage, de répartition des richesses et des activités que les individus déploient à cet effet et qui, par leur fonctionnement, contribuent premièrement au renouvellement de leurs ressources, deuxièmement, à favoriser les conditions et à leur renouvellement, et troisièmement, à leur évolution. Donc, pour résumer, en fait, ces systèmes économie régénérative symbiotique, on peut les résumer par la phrase suivante. Parce que je produis et parce que je satisfais mes besoins, je vais régénérer les ressources dont j'ai besoin pour produire et pour favoriser les conditions de leur production et également de leur évolution. Donc, je conclus par ça. Je rejoins tout ce qui a été dit depuis le début de cette table ronde. L'hydrogène sur le court et le moyen terme doit être couplé avec d'autres
énergies afin de répondre au maximum aux besoins des écosystèmes portuaires. Mais je cite également qu'il est essentiel de penser à la question de régénération du milieu parce que les ressources ne sont pas illimitées dans le temps. Donc, on est obligé de voir cet aspect en parallèle de l'aspect technologique. Donc, je vous remercie pour cette intervention et je vous passe la parole. Un grand merci pour cette présentation qui, au-delà de la technologie, montre bien l'aspect holistique et de l'approche qu'il faut porter pour pouvoir mettre en œuvre ce genre de choses. Denis, je te laisse en présentiel transmettre. Maintenant que l'on sait que tu vas pouvoir être régénéré, on va demander